Donc en 2013, après la destruction par le groupe terroriste Ansar Dine des mausolées et manuscrits de Tombouctou qui a été extrêmement médiatisé, le Conseil de sécurité décide de déployer une mission de paix. Oui. Et donc, quand le Conseil de sécurité décide de lancer une opération de maintien de la paix, elle a ce qu'on appelle un mandat. Oui. Donc on a une résolution qui est adoptée, qu'on peut trouver en ligne, c'est la résolution 2100. Avec ce qu'il faut faire. Avec ce qu'il faut faire. Donc, dans une résolution, il y a un préambule. Donc souvent, il y a les condamnations, par exemple, condamnation pour les atteintes aux droits de l'homme, condamnation pour un certain nombre de choses, un cadre, en fait. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le mandat en lui-même. Le mandat, c'est globalement les différentes tâches que la mission de paix va devoir exécuter sur le terrain. Peut faire. Voilà, donc ce qu'on lui demande de faire, ce que le Conseil de sécurité lui demande de faire. Et parmi ces tâches, on trouve le plus souvent un certain nombre de tâches traditionnelles, parmi lesquelles la plus importante, la protection des civils. Oui. Chose très étonnante en 2013, dans ce mandat, il y a un certain nombre de tâches, et parmi ces tâches, on trouve la protection du patrimoine culturel malien. Okay. Alors, c'est une formulation qui est un petit peu particulière. Je vais te la lire parce que c'est quand même intéressant de voir aussi comment c'est formulé. C'est protéger les sites culturels et historiques du pays contre toute attaque en collaboration avec l'UNESCO. Donc ça veut dire que c'est pas juste la MINUSMA, c'est en collaboration avec l'UNESCO qui a quand même un mandat de protection du patrimoine dans ce domaine. Mais c'était présenté en tout cas à l'époque comme une petite révolution, en tout cas par l'UNESCO. Parce que on avait l'espoir que ça crée un précédent, que les futures opérations de maintien de la paix peut-être auraient elles aussi des mandats de protection du patrimoine, parce que le patrimoine culturel, il a toujours été détruit et pillé en situation de conflit. C'est pas du tout une nouvelle affaire avec le Mali, en fait. Ça a toujours fait partie des conflits armés. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup l'ONU s'intéresse à cette question? Parce qu'auparavant, il n'y avait jamais eu aucune résolution du Conseil de sécurité sur cette question-là. D'accord. Et quand même, faire une résolution pour le Conseil de sécurité, ça veut dire aussi implicitement, on considère que du coup, la protection du patrimoine, c'est une question de sécurité. Donc en fait, c'est ça que ça change fondamentalement. Dans la Charte des Nations Unies, il y a le chapitre 7 qui permet aux opérations de maintien de la paix ce qu'on appelle le recours à la force armée. Et le chapitre 39 de ce chapitre, il va parler de ce qu'on appelle les menaces à la paix et à la sécurité internationale. Et là, donc, avec cette résolution, c'est sous l'égide de ce chapitre 7 qu'on protège le patrimoine culturel. Donc ça veut dire qu'implicitement, et c'est là que c'était très fort, du moins on laissait ouverte la possibilité pour des casques bleus militaires de protéger le patrimoine culturel. Avec le recours le recours à la force armée. Qu'est-ce qui a déclenché le fait que la MINUSMA tout d'un coup ait pris en compte cette tâche? C'est que c'est du patrimoine mondial. Donc du patrimoine classé par l'UNESCO et ce qu'on appelle, mais en fait l'expression est impropre, patrimoine mondial de l'humanité. En fait, on parle de patrimoine mondial, on parle de patrimoine commun de l'humanité, mais le patrimoine mondial de l'humanité n'existe pas. D'accord. Par contre, c'est passé dans le vocabulaire courant quand on parle du patrimoine mondial. Et donc, je voulais savoir ce qui se cachait, qui était l'humanité dans cette expression patrimoine mondial de l'humanité. Parce qu'en fait, quand on protège du patrimoine mondial, qui est l'humanité derrière? Est-ce qu'on le fait pour les populations locales, qui sont au pied des sites? Est-ce qu'on le fait pour les nationaux? Est-ce que, par exemple, là, c'était pour les Maliens? Est-ce qu'on le fait pour la communauté internationale ou est-ce qu'on le fait pour l'humanité tout entière? Et en fait, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que dans tous les discours de la directrice générale de l'UNESCO à cette époque-là, donc entre 2012 et 2017, on va dire, enfin non, parce qu'elle n'était plus en poste, mais entre 2012 et 2015, c'est l'humanité qui revient dans tous ces discours. Et donc, bon, je reviendrai là-dessus au fil des questions, mais c'était savoir qui était cette humanité, parce que bien sûr, l'humanité, c'est un concept très compliqué, mais aussi très politique et très vendeur. L'État membre qui veut faire classer un de ces sites, il envoie son dossier à l'UNESCO. Et si t'es pas membre, tu passes par un État membre où tu t'envoies ta petite lettre faut être membre comité. Faut être membre de l'UNESCO. Faut être membre de l'UNESCO, d'accord, ok. Enfin, du coup, la plupart des États membres, quoi. Donc, ils envoient leur candidature, et le dossier est analysé par des experts. C'est-à-dire que l'UNESCO fait appel à l'ICOMOS. Alors, ils appellent ça un organe consultatif. C'est en fait un organe qui est composé d'experts, d'architectes, d'archéologues, de spécialistes du patrimoine culturel, qui vont regarder si, parce que l'État doit justifier dans son dossier, si le bien correspond aux 10 critères. Et donc, ils vérifient que le bien correspond bien aux 10 critères. Souvent, c'est des sites aussi qui permettent d'incarner aussi, justement, le mélange des cultures, différentes influences, etc. Tombouctou en est l'exemple.
Souvent, c'est des routes marchandes où voilà, il y a beaucoup d'échanges culturels. Et donc, ces experts analysent le dossier et si le dossier est considéré comme intéressant, il est examiné par le Comité du patrimoine mondial. Là, c'est l'aspect plus politique. Donc, on passe de l'expertise au côté plus politique. Et là, au sein du Comité du patrimoine mondial, c'est la politique qui l'emporte. Hein. C'est-à-dire que... Oui, c'est ce que j'allais te demander, si on n'est pas copain avec... Alors ça, j'en sais rien dans les détails parce que j'ai pas... les trucs de diplomatie ou non, tu ne seras pas classé. Alors, dans le détail, je sais pas comment ça se passe parce que moi, c'était pas un de mes terrains, le Comité du patrimoine mondial, mais je sais parce qu'il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus, notamment des archéologues assez critiques, qui ont bien montré que ce qui se passait au Comité du patrimoine mondial était extrêmement politique. D'accord. Aussi parce que, je te donne un exemple pour te montrer, si on prend le premier critère de la liste, j'allais te demander les critères. Alors, j'ai pas la liste sous les yeux, mais juste en prenant un, représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain. Alors là, représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain, c'est quand même suffisamment pour que ça puisse faire l'objet d'interprétations certes expertes, mais aussi politiques. Il y a une bonne marge d'interprétation. Et évidemment, quel est l'intérêt pour les États membres d'avoir plus de tourisme? Bien sûr. C'est ça qu'il faut aussi voir, c'est que avoir un site classé, c'est un label, et donc ça permet de faire venir des touristes. Donc ça va venir dynamiser l'économie, etc. Donc il y a aussi bien sûr des enjeux tout à fait concrets, tout à fait financiers, on va dire. Quand est-ce que ça devient à la mode, entre guillemets, de détruire du patrimoine culturel? Parce qu'on a l'impression, avec notamment quand on parle des groupes extrémistes, parce que tu as étudié le Mali, la Syrie et Chypre, autre le terrain, Kosovo, Chypre, le Cambodge Kosovo, et la RDC. Quand est-ce que ça devient à la mode, c'est pas le terme, mais pourquoi l'action, c'est pour choquer, c'est pour... quel impact ça a sur les populations? C'est une très bonne question. Alors, bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, la destruction et le pillage des biens culturels, ça a toujours fait partie. C'est vraiment inhérent au conflit armé. C'est-à-dire que ça a toujours fait partie de la stratégie des belligérants. Donc ça, globalement, c'est aussi vieux que les conflits. Ce qui a changé fondamentalement en 2012, c'est que c'est des terroristes. C'est ça, en fait, le vrai changement de paradigme. Après, dans la manière de procéder, ça a été très médiatisé aussi parce que des groupes terroristes comme l'État islamique ont produit beaucoup de vidéos, ont produit beaucoup de contenu. C'est leur propagande. Voilà, ça fait partie de leur propagande. Donc, je pense que ça a donné l'impression d'un changement d'échelle, qui est réel, et que ça a aussi été systématique sur la période entre 2012 et 2015, en tout cas. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup choqué. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a vraiment l'aspect médiatisation qui a joué. Et en fait, moi, ce sur quoi j'insiste dans mes recherches, c'est bien de montrer que c'est vraiment une question qui est très ancienne et que fondamentalement, le fait de détruire pour annihiler une culture, ça démarre pas en 2012. Alors déjà, si on revient juste sur l'aspect groupe terroriste qui détruisent du patrimoine, ça démarre pas au Mali, ça démarre en Afghanistan en 2001 avec la destruction des Bouddhas de Bamiyan par les talibans. C'est vrai, Donc ça, et certaines autrices, comme Marina Lostal par exemple, ont parlé de ce qu'on appelle la bamianisation des conflits. Donc ça veut dire le moment où en fait c'est des groupes terroristes, alors ça peut être Al-Qaïda, ça peut être Ansar-Dine, ça peut être différents groupes terroristes, mais globalement la stratégie c'est de choquer l'opinion publique en venant de détruire les sites. Mais voilà, ce que j'ai voulu aussi étudier, c'est un peu derrière quelles sont les différentes interprétations de ces destructions. Et globalement, pour donner peut-être un cadre un peu général à tout ça, il y a des auteurs. Moi, je suis partie dans ma thèse d'un article qui avait été écrit par plusieurs auteurs, notamment Joanne Brochet, qui est paru en 2016. Et cet article a l'intérêt de faire une typologie des types de destruction en fonction des conflits armés. Parce que ce qui joue pour comprendre une destruction, c'est bien sûr le type de destruction, quel est le type de patrimoine détruit, mais il y a aussi le type de conflit, et il y a aussi l'intention des belligérants ou de l'acteur qui détruit ce bien. Et ce qui montre très clairement dans cet article, c'est que déjà, la destruction du patrimoine culturel, sans parler là du pillage, c'est complètement différent si on est en situation de conflit interétatique entre deux États ou entre plusieurs États et un conflit intra-étatique, donc une guerre civile. Et ce qui montre très bien, c'est que, bon là je reprends pas toute la typologie parce que c'est peut-être trop long, mais pour faire simple, un conflit interétatique, le plus souvent, quand on va détruire du patrimoine culturel, ou surtout quand on va, alors là je me reprends un peu, quand on va piller, c'est dans la logique d'un butin de guerre. Les guerres napoléoniennes, c'en est un très bon exemple.
Mais dans l'autre cas, dans le cas des guerres civiles, on est déjà sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire annihiler la religion ou la culture de l'ennemi. Okay. Et dans ma thèse, donc, j'ai étudié plusieurs cas d'études. Donc là, je ne vais pas vous parler de tous les conflits parce que c'est pas possible. Mais globalement, ceux que j'ai étudiés dans ma thèse, en fait, pourquoi j'ai choisi ces conflits-là? Tout simplement parce qu'il y a eu des opérations de maintien de la paix qui ont pris en compte du patrimoine sans qu'on le sache parce que c'était un peu officieux. D'accord, ok. Chypre, d'accord. Le Kosovo, le Cambodge parce qu'il y a eu des pillages. Avec les Khmers au Cambodge, ok. Exactement. Et des logiques d'appropriation aussi du patrimoine, mais la mission sur place a joué un rôle. Donc ça, c'est ce que j'appelle dans ma thèse les anciennes opérations de paix qui sont déployées depuis longtemps. Et des missions plus nouvelles, plutôt contemporaines, la MINUSMA au Mali et la MONUSCO en RDC. Donc, qui ont tout en commun d'avoir protégé du patrimoine à un moment d'une certaine manière, plus ou moins officieuse.